Bonjour, Fada, bonjour, Ndongo. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, vous avez fait un concert hier à Montréal, à la salle La Tulipe. Comment vous avez trouvé le public montréalais? Oui, c'est toujours un plaisir de jouer au Canada, même si ça date un peu, c'est-à-dire ça fait 5 ans au moins on n'était pas venu. Et je dirais c'est un public, tu vois, qu'on aime bien. J'aime beaucoup aussi l'accueil parce que quand on voit, par exemple, on a fait un spectacle à Laval où c'était peut-être un public plus adulte, peut-être, ou différent. D'accord. Il y avait aussi on a vu que cette fois-ci, il y avait beaucoup de Sénégalais, d'Africains aussi, parce que j'ai croisé aussi des gens de la Guinée, des Haïtiens. Donc, c'est assez melting pot et c'est toujours intéressant hein, d'avoir un public mélangé. Et ça, voilà, ça montre le champ est beaucoup plus large. Et ça nous pousse à vouloir revenir plus souvent, en tout cas. Il faut Tant qu'on mieux. Et Fada? revienne plus souvent. Bah oui, c'était une belle communion, une belle occasion de voir l'humanité se manifester à travers beaucoup de couleurs, des couleurs différentes, des cultures différentes. Et c'est assez flatteur d'être un peu le dénominateur commun d'un brassage culturel. Voir que tout le monde danse sur la même musique, pour nous, c'est très, très fort parce qu'on vient d'un continent quand même avec des problèmes. Et quand on vient, même si on parle des problèmes de l'Afrique et des problèmes de manière globale, les gens, ils arrivent quand même à percevoir les messages, mais n'empêche que quand même qu'ils arrivent à s'épanouir dans la musique, à bouger et surtout à partager un moment de bonheur. Et pour nous, c'est très fort. Merci. Donc, en parlant de l'Afrique, justement, vous avez une chanson qui s'appelle Bayon. Oui. Et dans laquelle vous dites que voilà, la famille de Nubayi suñu yoon bëgg askano lu ñu moomutoon. C'est vrai. On dirait qu'on a perdu on a perdu notre chemin et on veut s'approprier ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'avait pas. Exactement. À quoi faites-vous référence? On dit qu'on veut s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est par rapport surtout, c'était un message anticipé par rapport à la mondialisation sauvage qu'il y a aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné et les enfants sont éduqués par Internet. Ils sont éduqués par les machines et les machines ne feront jamais le travail des humains. Donc, parce que l'apprentissage par la perception directe est quand même, pour moi, la meilleure. Parce qu'on regarde, faire autour de soi, on peut se faire une idée, se frayer son chemin, mais on a quand même les bases de la culture pour savoir où mettre ses pieds, comment avancer. Parce que, comme dit l'adage chez nous, un homme sans culture est un arbre sans racines. Et pour moi, il est vraiment important que chacun garde ses racines et après pour s'ouvrir et échanger avec l'humanité. Parce que quand on va dans un pays, on vous demandera forcément d'où vous venez. Et si vous n'avez aucun repère pour parler de vous-même, parler de votre passé, de votre histoire, c'est comme si vous n'aviez pas d'identité. C'est comme si vous étiez juste encore errant. Et dans ce monde, je pense qu'il est intéressant de voir les brassages et les échanges de cultures où chacun, avec ses valeurs, avec sa culture, vient et ça me rend pour moi le monde que plus beau. En parlant des élèves ou de l'apprentissage, Dongoji veut dire un étudiant ou un élève en Wolof. Oui. Qu'est-ce que Daraji vous a appris, Dongoji? J'ai appris beaucoup de choses, même si je suis toujours pas rassasié, entre guillemets, mais on a toujours cette soif-là aussi d'apprendre encore plus. Et quand on dit Daraji, que ça soit le Dara de mon premier professeur coranique qu'on appelle Pape 6, ou bien que ça soit ma première école élémentaire à Samba Diéry Diallo, ou mon premier lycée à Metsi Malik,
et aussi quand j'ai retrouvé Fada à Delafosse. Et après aussi, des années après, l'ISEG et des années après, jusqu'en 2022, quand on sillonne le monde avec, à travers la musique, pour moi, ça reste une école d'humanité, une école aussi qui nous apprend à, tu vois, à avoir une considération aussi de notre prochain, à savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être la première valeur chez les hommes maintenant, c'est l'argent. C'est cette course-là effrénée pour le profit. Mais au moins, nous, on fait notre travail. Mais en même temps aussi, ce dara-là permet à des gens tu vois, on nourrit leur cœur. Aussi, il y a des messages qui sont distillés. Pour moi, c'est important, ça reste important de rester dans cette ligne de mire-là, ce qui n'est pas facile aujourd'hui parce qu'on sait que la musique, c'est une industrie. Les gens, ils vont dire, OK, moi, je fais de la musique parce que je veux faire que de l'argent. Mais au moins, nous, Daradi Family, on a réussi je veux dire, on a l'utile et l'agréable. Et c'est ça qui nous motive encore plus à rester, tu vois, dans cette direction-là. Donc, ce Dara-là m'a appris beaucoup de choses. Voilà. On reste toujours dans cette école-là. Même si c'est pas la même école que Samba Diallo. Mais on continuera à aussi partager ce qu'on a appris, mais on continue à apprendre aussi du public et des autres, tout simplement. Merci. Donc, en parlant d'école, Daradi, qu'est-ce que vous pouvez apprendre à des gens comme nous à travers vos chansons? Quels sont les messages que vous véhiculez en général? C'est quoi les thèmes? Bah, je pense que chaque être humain est un univers. Nous avons tous une histoire à raconter, l'histoire de nos vies, l'histoire de nos peines, de nos valeurs, l'histoire de notre perception de la vie. Et c'est ça que nous partageons à travers les chansons. Et nous sommes juste le canal de pensée et d'émotion de l'humanité. Parce que quand nous voyageons, nous rencontrons des personnes de racines et de valeurs différentes. Et quand on voit que leurs valeurs correspondent aux nôtres, forcément, on a envie de les véhiculer, on a envie d'utiliser le bon sens pour parler à l'humanité. Ce n'est pas qu'on s'érige en donneur de leçons, mais on est un peu des garde-fous de la culture, d'où le rappel des valeurs. Pour nous, c'est très, très important parce que quoi qu'il arrive, il est important que nous apprenions à vivre ensemble et dans la paix. Et le rôle majeur que nous jouons à travers notre musique, c'est être un peu un dénominateur commun des différentes cultures pour que la paix soit. Donc récemment, nous étions en Casamance, où parfois il y a un peu de rébellion et tout ça, et nous y étions pour parler de paix, pour parler avec la jeunesse de la Casamance, qui est une jeunesse très, très engagée dans le développement de la paix. Hein? Je dis c'est ma terre natale. Ah bah voilà, voilà. Donc nous y étions, la Casamance qui est très belle, qui est le grenier du Sénégal et le poumon vert de notre pays. Donc nous y étions pour parler de l'importance de la paix. Et c'est souvent le genre de message que nous essayons de passer, parce que rien ne peut se construire sans la paix. Donc quelle que soit nos nationalités. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Ukraine. Forcément, ce qui arrive dans un pays aussi lointain qu'il soit peut affecter le reste du monde. Donc, comme dit l'adage, nous ne sommes qu'un seul corps, et si l'un d'entre nous est touché, tous les autres le sont à un degré divers. Merci. Et votre dernier album, Yamatele, est sorti récemment. Est-ce que vous pouvez présenter ça aux lecteurs de Afrique Caraïbes Montréal? De quoi ça parle? Oui, c'est un album qui est sorti vraiment au démarrage même de la pandémie, quoi. C'est-à-dire qu'on a bossé dessus pendant 3 ans, entre 2018 et 2018, 2019, 2020. Et l'album est sorti en janvier, le 31 janvier 2020. Donc, on a fait le lancement, bien sûr, en Europe et puis en Afrique de l'Est. On s'est retrouvé au Rwanda, entre le Rwanda et le Congo.
au mois de février. Donc, c'est un album qui est vraiment, pour moi, hein, c'est un des albums les plus forts qu'on ait réalisé. En tout cas, pour moi, ça c'est quand on écoute des titres comme Yamatele ou Tchekoulé ou des titres comme Ça rend fou. Et quand on voit l'actualité, ce qui se passe, on voit je veux dire qu'on est resté vraiment c'est un album contemporain, un album aussi qui n'oublie pas les racines, parce qu'avec des titres comme Tchekoulé, on arrive à combiner, à connecter les traditions et la modernité comme toujours. Mais au niveau des thèmes et de l'écriture, on a vraiment poussé encore les limites. On a repoussé les limites. Quand on écoute ADN, Amoureux du naturel, qui parle un peu de l'état actuel du monde sur le plan environnemental. On parle de la nature. On parle aussi de cette industrialisation sauvage qui se tient sur la planète. Et on attire l'attention aussi sur le fait que ce serait bien meilleur d'aimer la nature que de la détester en continuant à faire de la surconsommation. Vous allez plus loin, des titres comme Diamono, qui parlent de la jeunesse africaine, qui rêve de cet Eldorado-là. Et ce qu'on dit, c'est assez simple, c'est qu'on peut cultiver un rêve qui est bien local, qui est africain. Et on insiste beaucoup sur le fait que c'est vrai, il y a un échec des gouvernements, des politiques, mais c'est à la jeunesse, en tout cas africaine, de relever le défi et de savoir que le potentiel, il est sous nos terres. Quand on voit tout le potentiel qu'il y a en Casamance, qu'il y a dans presque toutes les régions africaines, on voit que le potentiel est là. C'est à nous de nous mouiller le maillot et de travailler pour de meilleurs lendemains. Donc, il y a aussi d'autres titres, hein, aussi comme Tek Tek, Jotna. Quand on écoute le morceau Jotna, on voit aussi, on parle aussi de cette mainmise des multinationales sur l'économie africaine. Donc, c'est un album qu'il faut vraiment écouter, qu'il faut bien écouter parce que chaque titre, on a vraiment mis le paquet sur chaque titre, que ça soit au niveau des compositions. Ça nous a amené aussi, pas qu'à Dakar, mais on a été à Kinshasa, à Paris aussi. Donc, on a travaillé avec pas mal de musiciens qui ont apporté leur couleur, leur patte dessus. Je suis très, très fier de cet album-là et particulièrement du titre comme Tchekoulé. Et je félicite mon compatriote Fada pour le travail qui a été fait. Hein. C'est avec Manu Sauvage, qui est un des réalisateurs de l'album. Au départ, le titre, en fait, la maquette s'appelait Bougarabou. Bougarabou, c'est-à-dire l'instrumental s'appelait Bougarabou. Oui. Et c'est devenu plus tard le titre Tchekoulé. Parce que quand on écoute le beat, comment ça a été travaillé et comment il y a eu une combinaison qui a donné un son beaucoup plus moderne, mais en même temps en gardant la tradition dans l'instrumental. Donc, c'est un peu ça, en gros, le résumé de l'album Yamatele. Si je n'ai pas oublié quelque chose, bien sûr, parce que j'invite les gens à l'écouter, à bien l'écouter avec grand E. Voilà. Merci. Mais en parlant de nos gouvernements, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique en ce moment au Sénégal, sociopolitique au Sénégal? Qu'est-ce qu'il y a de... Vous savez, ouais. Vous savez, tout a été dit dans l'album. Hein. Je pense que tout à l'heure, je parlais du titre Ça rend fou. Et c'est vrai, aujourd'hui, on voit hein, une boulimie du pouvoir qu'on observe, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est assez particulier, mais quand on voit l'ambiance socio-politique, elle est très, très tendue. Et c'est parce qu'aussi il y a un réveil hein, qui est en train de s'opérer au niveau des nouvelles générations, une conscientisation qui est là. Malheureusement, bon,
il y a beaucoup de dysfonctionnements dans les appareils politiques parce que ce n'est pas en phase avec l'Afrique, avec tu vois, nos traditions, avec notre manière de fonctionner. Mais je crois qu'il faut, en tout cas, si je prends l'exemple du Sénégal, c'est vrai, on a fait des grands pas démocratiques, mais aussi, c'est comme si j'ai l'impression qu'on a des pas, mais aussi on recule aussi, souvent parce qu'il y a souvent des dysfonctionnements, parce qu'il y a des gens qui veulent tout prendre et qui ne veulent rien laisser aux populations. Et pour nous, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et voilà, je crois que le Sénégal ne mérite pas ça, en tout cas. Donc, c'est comme c'est une histoire qui se répète quoi, à chaque fois. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus, quoi, pour laisser le cadeau à Fada. Ouais, moi, je dirais juste que sur le plan géopolitique, de manière générale, c'est vrai que chaque pays traverse un peu ses crises et a envie de relever un peu de nouveaux défis. Mais je pense qu'une des choses les plus importantes qui risque de nous affaiblir, c'est de voir qu'avec la décision de la CEDEAO, que des pays ont décidé de tourner le dos au Mali. Et pour moi, ça, c'est une erreur colossale. Ce qui touche le Mali nous affectera tôt ou tard. Donc, on ne se rend que plus faible en tournant le dos au Mali. Donc, c'est aux Africains eux-mêmes, c'est à nous-mêmes de trouver des solutions entre nous plutôt que le boycott. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, le Sénégal faisait partie de l'Empire du Mali, la Guinée ainsi. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le gâteau de Bismarck, avec la conférence de Berlin, il y a eu des divisions. Mais il faut toujours se rappeler qu'on est toujours frères et que si le Mali s'affaiblit, ce sera bientôt notre tour. Donc, on ne sera que plus vulnérable. Je demande à la CEDEAO de revoir leur décision. On ne peut pas dire s'ils ont été influencés par la politique extérieure ou européenne ou d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, il est important de se serrer les coudes dans un monde où plus on est divisé et plus faible on est. Merci. Donc, en plus de 25 ans de présence au Sénégal, le groupe Daradji, quand vous regardez, regardez dans le rétroviseur, quel sentiment vous anime aujourd'hui? 6 albums au compteur. Oui, on a le sentiment d'un éternel recommencement. Vous êtes censé savoir que Daradji signifie l'école de la vie. Donc, pour nous, le monde est une école et on est dans un processus d'apprentissage qui ne tarira jamais. Donc, tous les jours nous livrent à de nouveaux défis, de nouveaux combats. Et c'est la raison pour laquelle on a tous les jours l'impression que notre carrière vient de démarrer. Je pense que c'est un peu aussi ce qui fait qu'on a de plus en plus faim de faire passer des messages, de nous engager dans la cause des enfants, dans la cause des femmes, dans la cause d'une liberté, d'une indépendance politique et je dirais économique de l'Afrique. Et puisqu'il y a tellement de défis, tous les jours, on a l'impression qu'on a encore plus de pain sur la planche. Et ceci est quand même une note d'encouragement dans les différentes démarches et notamment dans les textes que nous écrivons. Pouvez-vous me parler des causes pour les enfants que vous défendez, pour lesquelles vous militez? Oui, on travaille beaucoup avec il y a bien sûr Village Pilote, c'est des associations qui travaillent directement avec les enfants de la rue. On a aussi, récemment, on a fait un show avec Empire des enfants, donc c'était pour récolter des fonds. Voilà, quoi, c'est aussi notre manière à nous vraiment de mettre la patte aussi socialement, entre guillemets. Et c'est vrai, c'est la casquette d'artiste, souvent les gens voient un peu la façade de celui qui chante sur scène, mais nous, on a choisi aussi, tu vois, choisi d'être à côté de ces enfants-là, via ces associations-là qui sont vraiment sur le terrain, quoi. C'est pas... Parce que souvent, voilà, les gouvernements, ils te disent, voilà,
on fait telle action, telle action, telle action, mais tu vois, et des fois, ça ne nous parle pas, quoi. Donc, nous, on a pris le défi, vraiment, de bosser avec ces gens-là. Je me rappelle le show de Gospel Journey que Fada a fait à Dakar. Une partie des recettes a été versée au village pilote, qui ont besoin de fonds souvent, parce que ces enfants-là, moi-même, quand on voit ce qu'ils font, ils descendent sur le terrain, ils récupèrent ces enfants-là, ils les réinsèrent socialement, ils les remettent, par exemple, ils les mettent en formation ou à l'école. Et il y en a même qui ont été retournés chez eux en famille, quoi. Donc, bon, Empire des enfants, n'en parlons pas, on les connaît, ils font d'énormes avec Madame Antambaou qui fait un travail colossal sur la réinsertion des enfants de la rue, vraiment dans la société. Voilà. Merci. Aujourd'hui, vous êtes à Montréal. Quelles sont les prochaines étapes? C'est la France. On sera à la fête de la musique, on sera à Bretigny-sur-Orge. Donc, on s'apprête à aller préparer ce show-là qui va se tenir le 21 juin pour la fête de la musique. Et après ça, on continue aussi Saint-Nazaire. Ce sera vers Nantes. Donc, voilà, c'est ça la prochaine étape pour Daraghi Family. OK. Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette interview? Merci beaucoup. Qu'on est très reconnaissant du bel accueil que nous a réservé Montréal et le Québec aussi. Donc voilà, on est très très heureux d'avoir partagé ces moments, ces beaux moments avec le public. Et puis en attendant de revenir prochainement pour encore des concerts plus chaleureux et plus de partage. Donc voilà, je dirais One Love à tous ceux qui sont venus au concert et tous ceux qui sont venus des États-Unis aussi pour assister au concert et dans d'autres contrées. Voilà, nous sommes éternellement reconnaissants et beaucoup, beaucoup, beaucoup de love, beaucoup d'amour à toute la diaspora. Merci, on vous adore aussi. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci. À la prochaine, probablement. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Yes. Bye bye. Bye. Bye.